La maladie de Parkinson, donc c'est une maladie fréquente. C'est une affection qui est ubiquitaire. Elle touche pratiquement toutes les ethnies. On la retrouve pratiquement dans toutes les régions du monde. Alors, elle est définie par une triade, une akinésie. Voilà. Donc, on parle d'akinésie, bradykinésie, hypokinésie. Alors, généralement, ces trois termes, avant, on les regroupait sous le terme d'akinésie. Mais depuis quelques années, on préfère utiliser le terme de bradykinésie pour englober les trois termes. Bien, il y a une différence entre les trois termes. Donc, brady ou akinésie, ça c'est le trouble du mouvement automatique. Et puis, deuxième signe, c'est la rigidité, dite plastique, hein, et le tremblement de repos. Voilà. Donc, akinésie ou bradykinésie, rigidité et tremblement de repos. Il y a quand même des différences subtiles entre les termes d'akinésie, bradykinésie et hypokinésie. Akinésie, c'est-à-dire il y a un ralentissement à l'initiation d'un mouvement. C'est-à-dire le malade, quand il veut faire une action, il la fait après un temps de latence. D'accord? Et on le voit surtout lors de la marche. Quand le patient s'apprête à démarrer, il le fait après un temps de latence. On a l'impression qu'il est en train de réfléchir, est-ce qu'il marche ou pas? C'est ça la kinésie. La bradykinésie, c'est un ralentissement à l'exécution d'un mouvement. C'est-à-dire le mouvement est ralenti, le mouvement automatique, bien sûr. L'hypokinésie, c'est l'amplitude du mouvement qui est diminuée. Généralement, on utilise un terme ou l'autre pour désigner de la kinésie. Et puis, ces symptômes sont liés à des troubles des neurotransmetteurs au niveau cérébral. Vous savez que les neurones communiquent entre eux par des neurotransmetteurs. Il en existe beaucoup. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a un déficit de plusieurs neurotransmetteurs, mais surtout de la dopamine, qui est la cause ou l'anomalie importante dans la maladie de Parkinson. Alors, ce déficit dopaminergique, il peut être la conséquence d'un processus neurodégénératif. La maladie de Parkinson, c'est une maladie dégénérative, une mort accélérée des neurones, une raréfaction des neurones, surtout du locus niger. C'est des neurones qui sont dopaminergiques, c'est-à-dire c'est des neurones dont le corps cellulaire constitue le locus niger et dont les terminaisons axonales se projettent sur une autre structure qui est le striatum et il communique avec les neurones du striatum en sécrétant la dopamine. Le locus niger est constitué par des neurones qui fabriquent de la dopamine. Donc, puisqu'il y a une raréfaction de ces neurones, automatiquement, il y a une diminution de la production ou du taux du dopamine au niveau cérébral. Et c'est cette anomalie qui constitue l'élément le plus important dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Et puis aussi, là, on cite qu'il y a une impossibilité de la dopamine d'exercer son action. Alors, le diagnostic, il est clinique et ne justifie aucun examen complémentaire en cas de présentation typique. D'accord? C'est à peu près comme dans la maladie migraineuse. Là, ça reste purement théorique. Mais depuis quelques années, surtout avec l'accès facile à l'imagerie, notamment l'IRM, c'est-à-dire quand on pose le diagnostic de maladie Parkinson, pratiquement chez tous les patients, on fait une imagerie cérébrale. D'autant plus, on a remarqué qu'il existe plusieurs maladies de Parkinson. Voilà. Donc maintenant, on parle de maladie de Parkinson avec S. Donc la réalisation d'examens complémentaires ne se justifie que si vraiment on retrouve à l'examen clinique une atypie
Et ces épines ou ces atypies constituent ce qu'on appelle les drapeaux rouges. C'est-à-dire, voilà, attention, ce patient peut présenter un syndrome parkinsonien qui n'est pas en rapport avec la maladie de Parkinson, mais en rapport avec une autre cause. Donc, il faut investiguer, réaliser surtout une imagerie cérébrale. Là, cliniquement, on va parler de syndrome parkinsonien, c'est-à-dire quels sont les signes cliniques qui constituent le syndrome parkinsonien. Et ce syndrome parkinsonien, il peut être le fait de la maladie de Parkinson, mais aussi il peut être le fait d'autres causes dégénératives ou autres. D'accord? Et c'est les caractéristiques du syndrome parkinsonien, c'est lui qui va nous orienter vers la maladie de Parkinson ou vers les autres causes. Il y a d'autres causes qui donnent ces signes cliniques, c'est-à-dire ce syndrome parkinsonien, mais avec des caractéristiques différentes. Parmi les diagnostics différentiels ou les autres causes du syndrome parkinsonien, il y a la maladie de Wilson. La maladie de Wilson, c'est une affection qui touche surtout le sujet jeune et qui est en rapport avec un trouble du métabolisme du cuivre. Elle peut se manifester par une rigidité, un tremblement un peu typique, d'accord? Et d'autres signes, bien sûr. Alors, si jamais on retrouve un syndrome parkinsonien chez une personne moins de 40 ans, on doit systématiquement faire un bilan biologique pour éliminer une éventuelle maladie de Wilson, même si les signes cliniques de cette maladie ne sont pas typiques. Physiopathe, donc c'est une perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriée, c'est-à-dire il y a le locus niger, c'est cette boucle, ces neurones qui vont se projeter sur le striatum. Pour que les signes cliniques apparaissent, il faut qu'il y ait une perte d'au moins de 50 à 60% des neurones. C'est-à-dire, il y a une phase pré-symptomatique de plusieurs années avant que la maladie apparaisse. Le processus neurodégénératif dépasse la voie nigrostriale, expliquant la survenue d'autres signes moteurs, les signes axiaux, c'est-à-dire au niveau du tronc, et les signes non moteurs. On verra tout à l'heure les signes non moteurs comme les troubles cognitifs, les troubles sphinctériens, les troubles digestifs, constipation, les troubles de l'odorat. Tout ça sont en rapport avec une atteinte des autres neurotransmetteurs. Et puis, il existe des corps de Lévy, c'est des inclusions intraneuronales contenant des agrégats anormaux d'alpha-synucléine. Il faut connaître cette anomalie parce que les corps de Lévy, on les retrouve d'une façon excessive dans une autre maladie qu'on appelle la maladie à corps de Lévy et qui peut entraîner un syndrome parkinsonien. Mais ces corps de Lévy peuvent être retrouvés, mais généralement un nombre plus réduit dans la maladie de Parkinson authentique. On peut les retrouver aussi dans les autres maladies dégénératives, maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lévy. Et même, il y a une maladie qu'on appelle la dégénérescence cortico-basale. C'est une autre affection dégénérative qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, etc. Et puis, jusqu'à présent, on n'arrive pas à élucider la physiopathologie avec détail et à connaître la cause. Il y a plusieurs théories génétiques, environnementales, toxiques, etc. Alors, sur le plan génétique, il faut savoir que la maladie de Parkinson, c'est une affection qui est sporadique. Elle apparaît d'une façon spontanée, un cas dans une famille. Mais parfois, dans 10% des cas, on peut avoir une histoire familiale, plusieurs cas dans la famille. La clinique, d'abord, on va voir la symptomatologie initiale. On a la triade parkinsonienne. Alors, les manifestations des signes de la triade parkinsonienne, ou la manifestation, elle est unilatérale ou asymétrique. Et l'asymétrie persiste tout au long de la maladie. Là, déjà, ça, c'est une caractéristique qui est très importante. Les troubles ou les signes cliniques
quand ils apparaissent chez une personne, elles apparaissent d'abord d'un seul côté, c'est-à-dire les signes sont unilatéraux. Et puis, avec l'évolution, il y aura une bilatéralisation des signes, c'est-à-dire l'autre moitié du corps va être touchée, mais même en se bilatéralisant, les signes cliniques restent asymétriques. Et ça, c'est une caractéristique qui est très importante pour poser le diagnostic de la maladie de Parkinson. Cette caractéristique a une valeur prédictive positive plus que le signe clinique lui-même. On va commencer par le premier signe, le tremblement de repos, qui est présent au repos, il disparaît lors du mouvement. Quand le patient fait un mouvement, il n'y a plus de tremblement, il disparaît. Et même quand il prend une attitude, par exemple, si on lui demande d'étendre son membre supérieur à l'horizontale, voilà, le tremblement disparaît. Mais quand il se relâche, le tremblement apparaît. Parfois, quand il est très important, notamment lors de la maladie évoluée, un stade évolué, il peut persister à l'attitude ou à l'action, mais il reste toujours prédominant au repos. Donc, c'est un tremblement qui est lent, il touche les membres, surtout les mains, mais il peut toucher les lèvres, le menton, le pied, mais jamais la tête, c'est-à-dire le cou. Il ne touche jamais le cou. Il est unilatéral, il est asymétrique. Il est aggravé par les émotions et le calcul mental. Le patient, quand il s'énerve, là, le tremblement apparaît ou s'accentue. Ce facteur déclenchant est très important, notamment pendant les débuts de la maladie. Au début, tout au début, le tremblement peut être intermittent. C'est-à-dire, à un moment donné, il apparaît, il disparaît. Pendant ce stade, si le malade consulte, on peut ne pas retrouver le tremblement. Mais à l'anamnèse, le malade vous dit, à un moment donné, il présente un tremblement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de provoquer ce tremblement. On lui demande de faire des calculs, par exemple, un effort mental. Et là, on va voir apparaître le tremblement. Le tremblement de repos est pathognomonique, mais pas obligatoire pour le diagnostic. Il est absent chez un tiers des patients. Et là, ça, c'est un élément important. Alors, il peut être présent dans d'autres syndromes parkinsoniens, en particulier iatrogènes. Donc, le tremblement, il peut être retrouvé dans d'autres syndromes parkinsoniens, d'autres causes, et il peut être absent dans la maladie de Parkinson. La rigidité, elle est de type plastique, c'est-à-dire que c'est une raideur des extrémités ou de la nuque. À l'examen, on constate une résistance constante à la mobilisation passive. Elle cède par à-coups, ce qu'on appelle le phénomène de la roue dentée, et on peut la sensibiliser par la manœuvre de Froment. C'est-à-dire, quand on examine le tonus, vous savez, l'examen du tonus se fait par des mouvements passifs du poignet, du coude, c'est-à-dire on saisit la main et l'avant-bras du patient et on fait des mouvements de flexion-extension. Bien sûr, en demandant au malade de se relâcher. Alors, le malade se relâche et le médecin exerce des mouvements passifs de flexion-extension du poignet. Chez un sujet normal, on ressent une petite résistance qu'on appelle le tonus de repos. C'est-à-dire qu'il y a une certaine résistance. Mais dans la maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'on rencontre? Cette résistance augmente. On a du mal à mobiliser le poignet à cause de la rigidité. Et cette rigidité, elle est homogène, quel que soit le degré d'étirement. Mais au début de la maladie, cette rigidité ou cette résistance, elle est très discrète. Et quand on mobilise le poignet, on ressent rien, mais à un moment donné, on ressent comme un craquement, ce qu'on appelle le phénomène de la roue dentée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il existe deux roues dentées qui tournent l'une sur l'autre, mais à un moment donné, il y a un craquement. Le phénomène de la roue dentée, c'est quand la rigidité est très légère au début de la maladie. Et parfois, on retrouve rien du tout. Ça, je parle au début de la maladie. On trouve rien du tout. C'est pour cette raison, on parle de pathologie initiale. C'est là où le diagnostic est très difficile. Parfois, quand on examine le tonus, on le retrouve normal. Alors, pour le déclencher, là, on utilise la manœuvre de Froment. C'est quoi? C'est-à-dire, on prend toujours l'exemple, par exemple, le poignet gauche du malade.
On essaye de rechercher le tonus, est-ce qu'il y a une rigidité ou pas, et on lui demande de faire un effort au niveau du membre contralatéral. Par exemple, là, on lui demande de soulever et de baisser le membre supérieur droit. Il fait un mouvement constant, et là, ce mouvement contralatéral peut déclencher le phénomène de la roue dentée. D'accord? Alors, la rigidité de type plastique, c'est une rigidité parkinsonienne. On dit parkinsonienne ou extrapyramidale. Ça fait partie de l'atteinte du système extrapyramidal. Et l'hypertonie pyramidale, elle est dite hypertonie spastique. Alors, la différence, c'est-à-dire dans les deux cas, dans l'atteinte pyramidale et l'atteinte extrapyramidale, on retrouve une hypertonie, c'est-à-dire une augmentation du tonus. L'hypertonie pyramidale, elle augmente au fur et à mesure de l'étirement et le membre reprend sa position initiale quand on le relâche. Elle est dite élastique. Et puis, elle prédomine soit sur les fléchisseurs ou les extenseurs. L'hypertonie parkinsonienne ou extrapyramidale, elle affecte les deux muscles antagonistes, c'est-à-dire fléchisseurs et extenseurs. Elle est homogène, elle est dite en tuyau de plomb. Troisième signe, l'akinésie ou la bradykinésie ou l'hypokinésie, elle touche les mouvements automatiques. Là, c'est très important. Vous savez que les mouvements peuvent être volontaires, ils peuvent être automatiques, ils peuvent être réflexes. Le mouvement automatique, c'est-à-dire on le fait sans réfléchir. Par exemple, quelqu'un, quand il parle, il peut gesticuler. Cette gesticulation, ils sont, je dirais, inconscients, involontaires. Alors, dans la maladie de Parkinson, il y a une atteinte du mouvement automatique. Le mouvement volontaire est conservé parce qu'il n'y a pas une atteinte pyramidale, mais plutôt il y a une atteinte extra-pyramidale qui, elle, supporte le mouvement automatique. On a l'impression que le malade est paralysé quand on voit le malade parkinsonien à un stade évolué. Alors, si on évalue la force musculaire, on la retrouve intègre. C'est-à-dire, si on lui demande de serrer la main, il la serre très bien. Il n'y a pas de faiblesse. Par contre, les mouvements automatiques sont perdus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire, par exemple, deux mouvements simultanément. Par exemple, parler et gesticuler. Quand il se lève d'une façon très lente. Il ne fait pas beaucoup de mouvements. Par exemple, il peut pousser la chaise, puis il met ses mains par exemple, sur la table ou un appui, puis il se lève doucement. Les mouvements sont très, très rares. Et chaque mouvement qu'il exécute, il doit être volontaire. Il ne peut pas faire un mouvement automatique. Alors, les mouvements automatiques sont diminués, absents parfois, akinésie. Ils sont lents. Il y a une lenteur à l'initiation du mouvement. Leur amplitude est lente. Et cette akinésie, on peut l'objectiver par l'écriture du patient qui devient très, très lente et faite de petites lettres qu'on appelle micrographie. Il aura des difficultés pour se raser, pour couper la viande, etc., conduire une voiture, descendre, monter des escaliers. Et à l'examen, qu'est-ce qu'on a? On a une hypomimie. Le faciès n'exprime pas l'émotion, c'est-à-dire pratiquement une amimie. Un ralentissement des gestes alternatifs rapides. Quand il marche, il perd le balancement du bras. Toujours, c'est unilatéral. Un bras balance plus que l'autre. La marche devient à petits pas. Les mouvements spontanés disparaissent, comme les clignements des yeux. Déjà, le clignement des yeux est un mouvement automatique. La voix devient monotone, faible, diminuée, hypophone. Dans les stades évolués, on a parfois du mal à comprendre le patient. Et puis, toujours dans la symptomatologie initiale, il y a d'autres signes. En l'absence de tremblement de repos, le syndrome akinétologique peut prendre des aspects trompeurs. C'est-à-dire, chez un même malade, ce n'est pas nécessaire qu'on retrouve la triade classique réunie. Le malade peut ne présenter qu'une akinésie et une rigidité, et le tremblement est absent. Et généralement, c'est des malades qui consultent souvent les rhumatos parce qu'ils souffrent de douleurs pseudo-rhumatismales à cause que la rigidité avec l'akinésie peut entraîner des douleurs articulaires. Parfois, le malade présente une dépression
un ralentissement pas seulement moteur, mais un ralentissement aussi de l'idéation. La dépression est très fréquente chez les malades parkinsoniens, à tel point que certains auteurs parlent d'une tétrade parkinsonienne. Ils la considèrent comme le quatrième signe du syndrome Parkinson. On a les autres signes non moteurs, c'est le déficit de l'odorat. Il y a une anosmie qui peut précéder l'apparition des signes moteurs de plusieurs années. Et puis, elle est très fréquente. Un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Vous savez que le sommeil est constitué par des cycles de sommeil lent et sommeil paradoxal. Plusieurs cycles, 3 ou 4 cycles au cours de la nuit. Et c'est au cours du sommeil paradoxal que le malade présente des rêves. Et là, dans le trouble, on peut avoir un trouble du comportement du sommeil paradoxal, un type de cauchemar, il peut se lever, il est agité, trop agité pendant cette phase. Et puis, trouble digestif, constipation. Voilà, c'est les troubles non moteurs qui sont très fréquents au cours de la maladie de Parkinson. Et leur intérêt, c'est qu'ils peuvent précéder l'apparition des troubles moteurs, la kinésie, le tremblement et la rigidité. On peut avoir des troubles cognitifs et comportementaux. Alors, cognitifs, c'est-à-dire un léger trouble de la mémoire, du jugement, troubles comportementaux, voilà, c'est-à-dire des troubles psychiques, hein. Une dépression, trouble de l'humeur, des douleurs, on l'a dit, douleurs pseudo-rhumatismales, dysautonomie, hein, qui se manifeste par soit une hypotension orthostatique, des troubles sphinctériens, surtout la nicturie, hein, c'est-à-dire il sort plusieurs fois au cours de la nuit, troubles sexuels, troubles de la sudation, troubles du sommeil, on l'a dit, et troubles de la vigilance. Alors, à l'examen clinique, donc l'objectif de l'examen clinique, donc d'authentifier l'existence d'un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire de rechercher les signes parkinsoniens qu'on vient de voir, et de différencier une maladie de Parkinson d'une autre cause de syndrome parkinsonien par la recherche de drapeaux rouges. Quand je dis drapeaux rouges, c'est-à-dire les anomalies, les signes cliniques atypiques. Quand on les retrouve, on doit se dire non, ce n'est pas une maladie de Parkinson, c'est une autre cause. Par exemple, l'absence de réponse prolongée au traitement dopaminergique. Vous savez, la maladie de Parkinson, quand on la diagnostique, on met le patient sous traitement dopamine, généralement. Parfois, même si on n'est pas sûr, on peut faire ce qu'on appelle un test thérapeutique en donnant de la dopamine chez le patient. Et généralement, il y a une amélioration et disparition des signes au bout de 2-3 jours. C'est un test thérapeutique qui permet de conforter notre diagnostic. Par contre, si on met le patient sous traitement et il ne répond pas très bien, ou bien pas du tout, là, il faut remettre le diagnostic en cause. La progression rapide avec chute précoce. Alors, généralement, quand les signes neurologiques de la maladie de Parkinson s'installent, généralement, l'aggravation, elle se fait sur plusieurs années. Alors, généralement, il y a ce qu'on appelle, on verra tout à l'heure, la lune de miel qui s'étend sur 5, 6 ans, 10 ans, 12 ans, c'est-à-dire où le malade prend le traitement et les signes disparaissent sous traitement. Et puis, après 12 ans, 10 ans, 15 ans, là, les troubles s'accentuent, hein, les signes cliniques s'accentuent, le malade présente un handicap, d'accord, avec des chutes, etc. Mais si vous remarquez qu'un malade, ses signes cliniques évoluent rapidement, c'est-à-dire en 2 ans, en 3 ans, ça y devient très handicapé, là, il faut remettre en cause de maladie de Parkinson en doute. S'il y a une apparition précoce de l'atteinte cognitive, pseudo-bulbaire ou dysautonomie, parce que les signes non moteurs, généralement, ils apparaissent pas au début de la maladie, mais après. Mais s'ils sont précoces, là aussi, attention, c'est peut-être pas une maladie de Parkinson. Aussi, dans la maladie de Parkinson, à part les signes moteurs, il n'y a aucun autre signe neurologique associé. Et si vous trouvez une atteinte cérébelleuse, ce n'est pas une maladie de Parkinson. S'il y a une atteinte pyramidale, c'est plus une maladie de Parkinson. S'il y a des troubles oculomoteurs, les signes corticaux, s'il y a une apraxie, une aphasie, des troubles de la sensibilité, c'est plus une maladie de Parkinson. C'est-à-dire le diagnostic clinique de la maladie de Parkinson repose sur l'identification
d'un tremblement de repos, d'une rigidité, d'une akinésie. Et puis ces signes moteurs, généralement, ils sont unilatéraux au début et après, ils sont bilatéraux, mais toujours asymétriques. Ils prédominent d'un côté plus que l'autre. Et puis, on peut retrouver des signes moteurs qu'on a cités tout à l'heure, troubles du sommeil paradoxal, troubles sphinctériens, troubles de l'odorat, troubles digestifs, troubles vésico-sphinctériens, etc. C'est tout. Donc, arguments principaux du diagnostic et investigation, donc tremblement de repos caractéristique, asymétrie de la symptomatologie parkinsonienne, normalité du reste de l'examen neurologique, c'est-à-dire absence de drapeau rouge, et absence de facteurs iatrogéniques explicatifs. Le diagnostic est clinique. Aucun examen complémentaire n'est justifié, sauf chez les sujets de moins de 40 ans, où on doit faire un bilan du QI pour exclure la maladie de Wilson. Parfois, on a du mal à faire la part des choses par rapport au tremblement. Et là, il y a un examen complémentaire qui peut faire la différence. C'est la scintigraphie cérébrale, le DAT scan, qui permet de faire le diagnostic différentiel entre un tremblement mixte d'attitude, d'action et de repos. Bon, j'ai dit que dans la maladie de Parkinson, souvent le tremblement est de repos. Il y a certaines formes, notamment au Maghreb, où la maladie de Parkinson commence par un tremblement d'attitude et pas de repos. Le diagnostic n'est pas aisé au début, parfois, même pour nous, les spécialistes. Et là, le DAT scan peut nous orienter. Le diagnostic est confirmé cliniquement, donc par l'observation d'une nette réduction des signes moteurs à l'instauration du traitement dopaminergique. On fait ce qu'on appelle le test thérapeutique. On donne un traitement par dopamine et on voit est-ce que les signes disparaissent ou pas. Maintenant, quels sont les diagnostics différentiels? C'est-à-dire, quelles sont les autres causes du syndrome parkinsonien? En premier lieu, on doit toujours, à l'anamnèse, rechercher une notion de prise médicamenteuse, notamment la prise de neuroleptiques. Alors, syndrome parkinsonien iatrogénique, c'est surtout les neuroleptiques. Donc, il y a le syndrome parkinsonien iatrogène ou iatrogénique. Il y a les autres causes dégénératives du syndrome parkinsonien, parce que la maladie de Parkinson elle-même, c'est une affection neurodégénérative, mais il y a les autres affections neurologiques dégénératives qui peuvent mimer une maladie de Parkinson. Il y a le syndrome parkinsonien vasculaire, il est rare, et puis la maladie de Wilson. Alors, pour le traitement, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est caractérisée essentiellement par une diminution du taux de la dopamine endogène. Le traitement est très simple, c'est de donner un traitement substitutif au patient. C'est-à-dire, on va essayer de compenser le déficit, ce qu'on appelle une apothérapie. Alors, la dopamine, elle est associée à un inhibiteur de la décarboxylase. C'est-à-dire, avant, quand on a produit la dopamine, c'était vers la fin des années 60, on a commencé à donner de la dopamine pure et dure. Et là, on a remarqué que les patients présentaient plusieurs effets indésirables, notamment digestifs, parce qu'on devait donner des doses importantes de dopamine pour simplement une petite partie qui va passer la barrière hémo-encéphalique. Et puis, par la suite, on a pu produire un inhibiteur périphérique de la dopamine. C'est-à-dire, on donnait le produit actif, la dopamine, et on lui associe un inhibiteur de la dopamine. C'est-à-dire, la dopamine, quand elle est absorbée, digestive, puis véhiculée dans le sang, la dopamine n'avait aucun effet parce qu'il y avait un inhibiteur. Et quand la dopamine traverse la barrière encéphalique, elle l'a traversée seule. L'inhibiteur ne peut pas traverser la barrière encéphalique. Et donc, la dopamine peut être dégradée et faire son action. Du coup, on a pu diminuer donc, les doses de la dopamine. Du coup, on a diminué les effets indésirables. C'est ça l'intérêt de donner de la dopamine en association avec un inhibiteur de la décarboxylase. Dans la physiopathologie, il y a une atteinte de la boucle nigrostriée, c'est-à-dire l'opus niger et les neurones du striatum.
Alors, les neurones du locus niger se projettent sur le striatum. Et le striatum a aussi des neurones. Ces neurones produisent de l'acétylcholine. Un deuxième élément, la dopamine produite par les neurones du locus niger ont un effet inhibiteur sur les neurones du striatum qui produisent de l'acétylcholine. Donc, s'il y a une diminution de la dopamine, il y aura une hypercholinergie. Donc, on donne soit de la dopamine, parce qu'il y a une diminution de la dopamine, soit on donne des anticholinergiques, hein, parce qu'il existe une hypercholinergie. Les anticholinergiques comme le parkinane ou bien l'artane. Alors, on donne de la dopamine, on donne des anticholinergiques, mais on peut donner aussi ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire des produits qui ont la même action que la dopamine. Alors, la conduite thérapeutique, vous savez que la maladie de Parkinson, c'est une maladie du sujet âgé, hein. Quand la maladie est au début, entre 65 et 70 ans, là, on préfère ne pas donner tout de suite la dopamine. Pourquoi? Parce que la dopamine, à la longue, c'est vrai, pendant les premières années, elle va réduire d'une façon importante les signes cliniques, mais à la longue, elle va donner des effets indésirables qui peuvent être graves, comme ce qu'on appelle les dyskinésies. Alors, les dyskinésies, ce sont des effets secondaires de la dopamine et c'est des mouvements anormaux qui apparaissent chez le malade parkinsonien et qui altèrent considérablement sa qualité de vie et sont très, très pénibles. Pour retarder l'échéance de survenue des dyskinésies, on préfère ne pas commencer par la dopamine. D'accord? Donc, on préfère donner des agonistes dopaminergiques en monothérapie. Alors, si le contrôle est satisfaisant, on peut augmenter les doses. Bien sûr, on commence toujours par des doses stables, puis on augmente progressivement. Et puis, avec le temps, bien sûr, la symptomatologie s'accentue. Alors, si on le voit après 6 mois, 1 an, et la réponse n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, on introduit la dopamine en association avec les agonistes dopaminergiques. Bien sûr, ces médicaments peuvent entraîner des vomissements, des nausées, donc on doit associer de la dompéridone. On donne de la dompéridone, évitez de donner le primpéran comme antiémétique parce que le primpéran, c'est un neuroleptique et les neuroleptiques peuvent donner un syndrome parkinsonien. Alors, la dopamine, les agonistes dopaminergiques sont très efficaces sur la rigidité et la kinésie. Les anticholinergiques, c'est le parkinane ou l'artane. Ils sont efficaces surtout sur le tremblement. Ces médicaments ne sont pas dénués aussi d'effets secondaires. Ils peuvent entraîner des troubles cognitifs, une confusion, surtout la confusion mentale. Donc, il faut faire attention parce que même la maladie de Parkinson elle-même donne des troubles cognitifs. Maintenant, si le malade commence sa maladie après 65 ans, 70 ans, là, on peut d'emblée commencer par de la dopamine. S'il y a un contrôle insatisfaisant après quelques années, on va augmenter encore des doses. La prise en charge d'un malade parkinsonien ne se résume pas seulement à donner des médicaments, mais aussi on doit conseiller le malade à faire de la kinésithérapie, de la rééducation. Alors la kinésithérapie, c'est un élément très très important dans la prise en charge des malades, de pratiquer de la kinésithérapie, une activité sportive, la marche et des mouvements d'élongation, des séances de 5-10 minutes, 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Travailler donc l'équilibre postural, les apprentissages des transferts, c'est-à-dire comment il se lève, comment il se couche, etc., pour prévenir les chutes, hein, d'accord? Parce que le malade a perdu les mouvements automatiques et les mouvements réflexes. Et parfois, chez les patients à un stade évolué, ils doivent s'aider par une canne ou un déambulateur pour éviter les chutes. Il faut adapter l'environnement aux patients parkinsoniens. Ce n'est pas le yoga, le tai chi
C'est une forme de yoga. Alors, le tai chi, apparemment, ça permet d'améliorer les signes cliniques. Et puis, certaines formes de rééducation, hein, elles sont nombreuses. Elles permettent de limiter considérablement les complications. Alors, l'évolution, les lésions progressent, parce que, vous savez, le traitement qu'on vient de citer, c'est un traitement purement symptomatique. Il n'agit pas sur la progression de la maladie. Généralement, elle passe par plusieurs phases. Il y a la phase diagnostique, la phase du bon contrôle moteur sous traitement, qu'on qualifie de lune de miel, voilà, qui dure plusieurs années. Là, on donne le traitement. Le malade est bien amélioré. Son tremblement disparaît, sa rigidité aussi. Il est presque normal. Hein. Et ça peut durer, tout dépend des malades, de 5 à 12 ans. Et puis, il y a la phase des complications motrices du traitement dopaminergique. Alors, ces complications apparaissent 4-5 ans après le début de la maladie, en moyenne, hein, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs années. L'âge jeune du début de la maladie est un facteur de risque pour l'apparition précoce des complications motrices. Par exemple, les formes trémulantes ou tremblantes, hein, elles ont un meilleur pronostic que les formes achinito-rigides. Les formes de début tardives, hein, elles sont plus bénignes que les formes d'apparition précoce. C'est-à-dire une maladie de Parkinson qui apparaît à 65 ans, à 70 ans, généralement, elle évolue d'une façon très, très lente et elle répond très, très bien au traitement. Par contre, une maladie de Parkinson qui apparaît chez le sujet jeune, c'est-à-dire 40 ans, 45 ans, là, sûrement, elle va évoluer rapidement vers un handicap. C'est-à-dire, au bout de 4 ans, 5 ans, le patient voilà, est handicapé et les traitements sont à dose max. Quelles sont les complications du traitement? Il y a ce qu'on appelle les fluctuations d'efficacité. On a parlé des dyskinésies, des mouvements involontaires, mais on peut avoir aussi les fluctuations d'efficacité. C'est-à-dire les traitements ne sont pas efficaces ou bien la durée d'efficacité du traitement est diminuée. Et puis, il y a une dernière phase, c'est la phase de déclin moteur et du déclin cognitif. À cette phase, le traitement vraiment ne donne pas vraiment de bénéfices. Les signes moteurs, au départ, intéressaient les membres supérieurs et inférieurs, mais là, ça va intéresser même le tronc, hein, et le cou. Il y a la dysphagie, trouble de la marche, hein, il y a ce qu'on appelle le freezing, la festination, brutal emballement de la marche qui devient incontrôlable et risque de chute. C'est-à-dire, quand on demande au malade de marcher, il reste immobile sur place, un piétinement, hein, et après quelques secondes, il va s'élancer rapidement, toujours à petits pas, bien sûr avec cette attitude de flexion, dos courbé. On a l'impression que le malade va chuter, tellement il va trop vite. D'accord? On dit que le malade court après son centre de gravité. C'est ça ce qu'on appelle la festination. C'est un trouble de la marche qu'on remarque chez le patient parkinsonien à un stade avancé. Et puis, on a la camptochromie qu'on a citée la fois passée dans la maladie dans la myasthénie. C'est-à-dire que c'est une flexion du tronc en avant. Et cette flexion, bien sûr, disparaît quand le patient se met en décubitus dorsal. Parmi les autres troubles de la posture, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Pease. Là, c'est une flexion latérale du tronc. C'est plus rare. On peut avoir des troubles de l'équilibre avec les chutes en arrière. C'est-à-dire, quand le malade commence à chuter, là, c'est-à-dire les chutes annoncent la phase de déclin. Quand le patient commence à chuter, ça y est. Les troubles cognitifs qui deviennent très importants, comportement, le syndrome désexécutive avec une démence. Donc, on peut avoir une démence chez le malade parkinsonien. Et cette démence, elle est un peu différente de la démence d'Alzheimer. On l'appelle une démence douce. C'est-à-dire, elle comporte
Des signes, surtout des troubles du langage, troubles praxiques, hein. Mais les troubles psychiques ne sont pas très importants, comme dans la maladie d'Alzheimer. Et puis les autres signes non moteurs qui deviennent de plus en plus importants, constipation, l'hypersialorée, l'hypotension orthostatique, les troubles sphinctériens, etc.